Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter. Nous sommes le dimanche 8 mai, la newsletter du mois de mai. Il n'y aura pas de newsletter au mois de juin puisque là je prends des congés à la fin du mois. Je ne reviens que le 13 juin. Mais ce n'est pas très grave. Bien évidemment, il faut surveiller ce qui va se passer. Ce n'est pas très grave, mais le mois de juillet, justement, sera très important. Pour quelle raison le mois de juillet sera très important? Je vous le dis juste après le point sur les marchés. Je vais commencer par cela. Je vous dirai pourquoi le mois de juillet est important, puisqu'après on passera directement à l'analyse graphique du CAC 40. On regardera un petit peu le S&P et le Nasdaq. Les marchés dans la tourmente. Il y a ce que le marché vous montre, c'est-à-dire ce qu'on vous dit sur les sites internet. Qu'est-ce qui vous montre le marché? Il y a ça, mais après, il y a ce que fait le marché. Alors là, je vais commencer par ce que vous montre le marché, ce que vous dit le marché, d'accord? Ce qu'on veut que vous pensiez, enfin voilà, ce qu'on veut vous diriger. Mais après, il y a ce que fait réellement le marché. Et ce que fait réellement le marché, ce sera pour la fin, lors de la conclusion. Et je vous invite très chaleureusement à rester jusqu'à la fin parce que là, je vais vous donner, bien sûr, c'est mon avis, ce sera mon avis, mais ce que fait réellement le marché. Et ce que fait le marché n'est pas forcément ce que l'on vous montre et ce que l'on vous dit sur les sites internet, etc. Rappelez-vous une chose, voilà, que je vous ai dit, que je vous ai répété, nous étions dans une bulle, une exubérance jamais vue jusqu'alors, aggravée par les algorithmes, mais ça les algorithmes, l'intelligence artificielle, le robot qui gère les cours, ça je vais encore en parler, un peu plus loin bien sûr, cette exubérance aggravée par ces algos de mouvement, et je vous ai dit que cela va se terminer par un crack rampant. Cela se terminera par un crack rampant et qu'à ce moment-là, on trouvera des prétextes. On vous expliquera que le marché baisse parce qu'il se passe ça. Et ce que vous remarquez, et on va en parler juste maintenant, c'est exactement ce qui se passe. Alors pourquoi? Parce que ça se passe toujours comme ça. Nous avons des bulles, des marchés exagérés, c'est comme ça, exagération, excès des marchés financiers à la hausse. Et puis, quand l'excès est trop important, comme en 2000 et comme en 2007, eh bien, nous avons droit à un crack rampant. Nous avons eu des alertes en 2018, le dernier trimestre, le flash crack de 2020, là en début d'année, sauf que c'est peut-être le commencement d'un crack rampant. Il faut corriger les excès et ce que je vous avais expliqué, c'est exactement ce qui se passe. Alors, en fait, si les marchés baissent, c'est à cause de la Fed. C'est à cause de la Fed qui fait monter les rendements obligataires, des rendements obligataires au plus haut depuis 2018, qui ont dépassé les 3% de risque de crack obligataire. Ils font monter les rendements obligataires et ils font baisser les actions. Alors les marchés chutent parce que, avant la réunion de ce début du mois de mai, de mercredi dernier, la Fed laissait entendre qu'elle allait relever ses taux à 50 points de base, mais elle l'avait dit, on le savait que la Fed allait relever les taux de 50 points de base. Donc ça baisse à cause de la Fed qui va relever les taux. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est le coupable. Le coupable, c'est la Réserve fédérale. Vous voyez le prétexte. C'est la cause à la Fed. C'est la faute à la guerre. C'est la faute à la Chine. Avec bien sûr les PMI des services, l'indice manufacturier qui s'effondre au plus bas depuis des ans, c'est la faute à la Chine, parce qu'avec ces confinements dus au Covid, ils ont un problème de nouveau avec le Covid, d'accord? Et ils confinent tout le monde, ce qui fait que ça donne des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement, ça accroît encore plus ce problème, et ça fait monter l'inflation. Donc voilà, Fed, Chine, Covid, guerre, inflation, voilà. Donc, voilà pourquoi les marchés chutent. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les marchés chutent parce que nous étions en bulle et que maintenant, il faut que cette bulle éclate. Voilà. Il faut le dire franchement. Mais non, on vous explique que c'est la faute. Voilà. Si vous perdez, c'est la faute à la Fed. Alors, au niveau des statistiques, il y en a qui résistent bien, comme par exemple, on voit le dernier NFP qui est supérieur aux attentes. Mais bon, le NFP, c'est vrai qu'un coup il est mauvais, un coup il est bon. Oui, c'est plutôt bizarre parce que
Enfin, c'est pas logique, mais bon. Après, on voit que les promesses de vente de logements sont inférieures aux attentes. Le sentiment des consommateurs du Michigan qui n'arrête pas de plonger. Bon, les PMI se tiennent, même si bon, le dernier, l'ISM des services américains était en ralentissement, mais encore nettement supérieur à 50. Donc les stats globalement se tiennent. Bon, c'est vrai qu'on a ce PIB du premier trimestre, la première estimation à moins 1,4. Bon, ça n'inquiète pas M. Powell. Bon, voilà, c'est quand même en moins 1,4. Ça veut dire que s'il est confirmé négatif et que le deuxième est confirmé négatif, on sera en récession. De toute façon, bon, ça je vais y revenir après sur la récession. Et au niveau des résultats, nous avons des résultats qui, bon, pour l'instant, les sociétés du S&P qui ont publié, il y a 80% des sociétés qui ont relevé leurs objectifs ou donc des résultats supérieurs aux attentes. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai eu la confirmation récemment, les résultats américains sont toujours meilleurs que prévu. Et vous savez la raison? Est-ce que vous connaissez la raison? Eh bien, la raison, c'est qu'il y a un consensus entre les sociétés et les analystes. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ce téléphone avant, voilà, il me dit, voilà, bon, allez, tu vas dire ça et on va présenter ça. Donc, comme ça, les gens seront contents, ils achèteront les actions. Il y a un consensus entre les analystes et les sociétés, ce qui fait que les analystes sont toujours prudents. C'est pour ça que nous avons des résultats qui sont globalement très bons, d'une manière générale. Et à chaque fois que j'en parle de ces résultats, moi je les suis ces résultats, et ça fait maintenant très longtemps que les résultats sont grosso modo supérieurs aux attentes. Parce que là, c'est pour cette raison. Et c'est vraiment la réalité, c'est une info que j'ai eue très récemment. Alors après, nous avons des accidents. Nous avons des accidents comme Netflix, qui a perdu 70% depuis le plus haut du mois d'octobre, ou Amazon, qui a perdu 33% depuis son plus haut. Alors, là, effectivement, ça fait des dégâts, parce qu'avec Netflix, Bill Ackman, le célèbre investisseur Bill Ackman, perd 430 millions de dollars sur l'affaire, parce qu'il a coupé sa position. Et le fonds technologique de Cathie Wood, qui est un célèbre investisseur, brillant investisseur, s'effondre totalement avec le Nasdaq. Alors en fait, ces résultats, suite à ces résultats plutôt bons, les actions montent. Si vous regardez bien, les résultats sont applaudis, mais le problème c'est que ça ne dure pas. Si vous regardez bien les cours de ces actions, parce que le problème c'est que ces actions sont déjà en baisse, donc en fait, effectivement, oui, ils ont de très bons résultats, donc ils achètent, mais le plus haut est moins haut, donc finalement, ça revend, et ça fait des plus bas. On le voit avec Apple. Bon, Apple, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Bon, je crois que non, elle était en post-clôture, elle était haussière, mais après, en fait, finalement, elle a ouvert en baisse. Mais voilà. Alors, ce qui veut dire, eh bien, ça, je l'avais déjà dit, c'est que c'est un basculement psychologique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mauvaises stats, ça faisait monter le marché. Alors, quand c'était bon, alors là, c'était extraordinaire. Et bien sûr, quand il y avait de mauvais résultats, grosso modo, il n'y avait pas forcément d'attaque sur le marché. Et les bons résultats étaient achetés. Tandis que là, vous voyez qu'il y a un phénomène de très court terme, et ça je vais y revenir à la fin, phénomène de très court terme, mais la psychologie est réellement devenue négative, et on le voit, voilà, le NFP, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et c'est comme quand M. Powell a fait son petit discours, il y a une forte hausse, mais le lendemain on a perdu plus. Avec une forte hausse de 900 points sur le Dow Jones, on a perdu plus de 1000 points le lendemain. Donc un basculement psychologique des investisseurs. Alors voilà ce que vous montre le marché. Voilà ce que vous pouvez lire sur les sites internet. Après, ce qu'il fait réellement, je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans cette newsletter. Mais maintenant, faisons tout de suite un point graphique. On y va et on commence par le CAC 40, 6258. 36, vendredi 6 mai. Bon, le jour. Bon, vous voyez que le jour, on a basculé en dessous du Kumo, mais ce n'est pas le plus important, puisque si vous avez suivi mes récentes newsletters, et je vous recommande de regarder toutes les newsletters depuis le mois de décembre, depuis ma newsletter prévisionnelle, ce qui est important, c'est l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, en noir ici, qui monte là, c'est la moyenne de Weinstein. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué ? Notamment depuis le début de l'année, on a fait plusieurs points graphiques.
Je vous ai expliqué que tant que les cours sont au-dessus du Kumo span, du nuage Ichimoku montant, d'accord, ce qui est le cas ici, les marchés montent. Donc c'est très important parce que si vous débutez, que vous lisez sur un journal que il va y avoir le crack, que c'est la fin, que ça va s'effondrer, que le CAC 40 va perdre 50% minimum, etc. Vous voyez, on dramatise, on vous fait peur. Et qu'à ce moment-là, vous tombez sur ma newsletter et vous vous dites « Ah, ben je vais aller voir quand même, parce que pour Real Time, c'est gratuit à la clôture, donc c'est facile de l'installer. Ah, ben c'est bizarre, parce que l'autre monsieur, il dit ça. Mais là, nous avons nos cours au-dessus du Kumo span. Ah, c'est très bizarre, hein. Parce que vous vous rendez compte, si vous faites quelques recherches, que lorsque les cours sont au-dessus du Kumo span montant, les marchés peuvent statistiquement continuer à monter. D'accord? Tant que le Kumo est haussier, il n'y aura jamais de crack. Il peut y avoir la pire crise économique possible. Tant que les cours sont au-dessus du Kumo span, d'accord, et au-dessus de la moyenne 30 de Weinstein hebdomadaire, les marchés montent. Et là, nous voyons que ça devient très compliqué. D'accord? Ça devient très compliqué parce que nous avons une rupture de la moyenne 30. Le Kumo sauve pour l'instant l'indice. Hein? On fait un pullback sur la moyenne 30 qui s'aplatit. Donc ça, je vous dirais que ça me rappelle des souvenirs. D'accord? Et là, on rebaisse. On est encore dans le Kumo span. Donc vous voyez que là, ça va être très important. Très très important dans les semaines à venir. Là. Voilà. D'accord? Et là, comme on dirait chez nous, on pourrait penser que ça sent le sapin. Mais il y a une chose que j'ai à vous dire. Bien évidemment, je vais y revenir à la fin. Il y a une chose que j'ai à vous dire, qu'à ce moment-là, et on va le voir avec le Nasdaq notamment, là, dans la situation dans laquelle nous sommes, on peut encore revenir au-dessus. D'accord? Ce que je vous dis, c'est la réalité. On peut encore le faire. On peut encore le faire. Alors évidemment, ça paraît peu probable. Ça paraît peu probable qu'on sorte de l'ornière, là. D'accord? Hein? Qu'on sorte de l'ornière. Mais c'est possible. Ne l'oubliez pas. Vous pensez ce que vous voulez, vous analysez, vous travaillez, mais attention, regardez votre graphique. Vous devez pouvoir vous dire à un certain moment, ah ben non, là, en fait, c'est vrai que je pense ça, mais ça fait autre chose. D'accord? Voilà. Même si vous êtes très bon, même si vous avez, ça fait 10 ans que vous faites du trading et vous avez des résultats. D'accord? Vous pouvez toujours vous tromper. Regardez Cathy Wood et Monsieur Ackman. Voilà, ils sont bons. Pourtant, ils ont perdu des millions. Voilà, ça c'est très important. Donc, on peut encore revenir au-dessus. Donc, c'est à surveiller. À surveiller. Après, je vais vous montrer le Nasdaq. Alors, maintenant, la probabilité que on passe en dessous du Kumo span, d'accord, est très élevée. Donc, on surveille quoi? On surveille Kijun Sen, élément de l'Ichimoku à 5765 points, la barre que je vous ai tracée. Hein, là, on est grosso modo sur la moyenne 20, là, en pointillé. Et là, on a envie d'y aller, apparemment. Chercher Kijun Sen à 5765 en premier objectif baissier. En premier objectif baissier. D'accord? Voilà. Mais, je vais vous faire remarquer ceci. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'au mois de mars, on s'est arrêté sur ce niveau. C'est surprenant, non? Voilà. Ce qui veut dire, et ça je vais y revenir un peu plus loin dans la newsletter, que les algorithmes ont calculé à l'avance où ils allaient s'arrêter. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Et non seulement c'est important, mais en plus c'est gratuit. Donc ça doit vous faire réfléchir. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Ça doit vous faire réfléchir sur qui est votre ennemi et quelle est la valeur de votre ennemi et la puissance de votre ennemi. À savoir, votre ennemi, ce sont les algorithmes et les cerveaux qui les programment. Voilà. Bien. Premier objectif baissier, et là, on dirait qu'effectivement, vu comment ça se passe, basculement psychologique des investisseurs, je vous en ai parlé sur la première partie. Là, on pourrait penser qu'on ne va pas donner cher
des indices dans les semaines à venir, mais attention, ne l'oubliez pas, on se méfie de ce marché, on se méfie des algorithmes. Il y en a maintenant qui sont déjà ruinés parce que l'année dernière, ils ont shorté trop tôt, d'accord? Ou ils ont continué à shorter en 2020 alors que c'était tellement évident de shorter que voilà, ça allait s'effondrer, mais non, ça ne faisait que monter. Donc là, on peut très bien avoir un coup des algorithmes, un coup de celui qui dirige le marché et un coup de la Fed. Je ne cherche pas à vous embrouiller, je vous dis seulement la réalité. Méfiez-vous de ce marché, même si effectivement, il y a de fortes probabilités maintenant que l'on aille en direction de Kijun Sen mensuel. Maintenant, on va regarder un petit peu le S&P. Rapidement, le S&P, 4123 points. Puisque je vais m'attarder un peu plus longuement sur le Nasdaq, vous voyez que nous sommes en hebdomadaire et que là, ça devient compliqué pour le S&P, effectivement, avec une étoile filante. Vous voyez que là, on essaie de... Voilà. Hein. Mais là, ça ressemble plus à... Je sors rapidement. Et là, vous voyez que la semaine prochaine, déjà, on risque de basculer. Voilà, bon. Peut-être lundi un petit rebond, je ne sais pas, on verra. Mais on risque de basculer en dessous du Kumo Span. Mais vous voyez qu'ici, attention, nous étions en dessous, nous avons réintégré. Donc là, la moyenne 30 se retourne et ça devient bien évidemment très compliqué pour le S&P 500 parce que les grosses pondérations du Nasdaq chutent. Donc ça fait chuter le S&P 500. D'accord? Voilà. Donc le Nasdaq 100. 12 693 points. Alors regardez bien, hein, regardez bien. Alors regardez bien. Le Nasdaq, retournement de la moyenne 30, enfoncement du Kumo Span. D'accord? Donc là, voilà, on pourrait penser que peut-être c'est le crack rampant, le début du crack rampant. D'accord? Effectivement, ce n'est pas impossible. Mais attention, comme je l'ai dit sur mon groupe Facebook, on ne se fait pas de plan sur la comète. Hein, voilà. On ne se projette pas trop. Très attention. Très attention parce que je sais de quoi est capable le marché. Je vais vous le dire d'ailleurs à la fin. Faites très attention. Alors, oui, là, franchement, c'est mal barré. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, c'est vrai que là, et j'étais le seul à le dire en mars 2020, on a peut-être touché le point bas sur le Nasdaq parce qu'on était sur le bas du Kumo. Alors, tout le monde disait que ça allait s'effondrer. Et là, les gars, ils ont shorté comme des malades et je crois que maintenant, ils ne sont plus là pour m'écouter. Mais, c'est ça qui est intéressant. Hein? 2018. On enfonce le Kumo ici. D'accord? On enfonce le Kumo ici. On réintègre rapidement. Vous voyez la poussée algorithmique là, quasiment là. Plus d'une dizaine de semaines, il y a une de baissière. C'est un truc de... Alors là, c'est l'algo là. Et là, il y en a qui ont shorté, je peux vous dire. Hein, les pauvres. Bon, ça fait longtemps que je ne shorte plus. On fait un plus haut. Vous voyez? On rechute, chercher le Kumo. Et voilà. Donc là, on avait enfoncé le Kumo Span. Et nous avons réintégré le Kumo Span. Cela veut dire que c'est techniquement possible. Même si la probabilité, je vous l'accorde, est extrêmement faible. Moi, je ne pense pas qu'on va repartir là. Je ne le pense pas. Mais c'est possible. C'est pour cette raison qu'il y a peut-être des actions à acheter. Commencez à acheter doucement. Je vais y revenir à la fin. Doucement. Ce n'est pas un conseil. D'accord? C'est un avis. Voilà. C'est pour vous expliquer. Quand vous voyez c'est la fin, mais non. Là, on peut encore, même si c'est peu probable, même si la probabilité est très faible, extrêmement faible, et que je n'y crois pas. Mais on peut encore le remonter. On verra la suite. En tout cas, là, c'est vrai que c'est très inquiétant. Nous avons ces 12 100 points qui correspondent à Kijun Sen qui remonte légèrement. Donc la probabilité que nous ayons en premier objectif à 12 100 points est très élevée sur le Nasdaq 100. Alors, je vous avais promis le mois de juillet. Pourquoi le mois de juillet est très important? Le mois de juillet sera très important pour deux raisons.
La première raison, ce sont les résultats semestriels. Il y a deux éléments importants sur les marchés. Ce sont les résultats semestriels et les résultats annuels. Résultats semestriels, ça commence en juillet pour certaines sociétés et ça va jusqu'à septembre, août-septembre. Ça commence en juillet pour certaines sociétés, d'accord? Et c'est pareil après, ce qui est important, ce sont les résultats annuels, ça commence de janvier, mais après ça continue en février ou mars, ça dépend des sociétés. Donc là, ça va être très important. Et il y a ça, les résultats semestriels et le commencement du troisième trimestre. C'est ça qui est très intéressant. Puisque, voilà, la question est, est-ce qu'on va faire une autre bougie, un autre Marubozu de baisse? Vous voyez, là nous sommes en trimestre. En juillet, c'est le début du trimestre. Est-ce que ça va continuer à faire plouf? C'est ça la question. C'est pour ça que on va se retrouver pour la newsletter du mois de juillet, avant les résultats. Et ce mois sera très important puisque ce sera le début du troisième trimestre. Et d'ailleurs, voilà, je vous ai fait un beau triangle, warning. Est-ce que là, on va aller chercher un peu plus bas, vous voyez, que les 5765. Donc, troisième trimestre, on se donnera rendez-vous en juillet. On va suivre ce qui se passe. Et ce sera très important. Alors, effectivement, avec un Nasdaq qui effectue son plus mauvais mois d'avril depuis 2008 et une baisse du S&P 500 de 13,3% depuis janvier, c'est la plus mauvaise performance depuis 1932. On pourrait penser que ça ne va pas s'arrêter de si tôt et que nous avons droit à notre fameux CAC rampant. Alors, face à cette situation, M. Powell, la Réserve fédérale, a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt de 0,50 points de base entre 0,75 et 1%. Voilà. Conscient, M. Powell, qu'il faut agir rapidement, M. Bullard, James Bullard, a annoncé que lui, il verrait bien les taux d'intérêt à 3,5% à la fin de l'année parce que, il cite, l'inflation est beaucoup trop élevée. Parce que M. Bullard, bien évidemment, il sait de quoi il parle. Il a très bien compris qu'on a tellement déversé de liquidités que là, il y a un risque, un danger. Et en plus, il y a la guerre. Voilà, le virus et la guerre. Donc ça accélère encore plus ce processus. L'inflation, ce sont les liquidités. Mais avec ce qui se passe, c'est d'autant plus grave. Donc M. Bullard, il en rajoute un peu, mais il a raison. Il sait, lui, que c'est potentiellement très dangereux, stagflation, récession, etc. On prévoit d'ailleurs une hausse de 0,5 points de base à chaque réunion. La prochaine réunion, c'est au mois de juin. Alors, les banques centrales ont remonté leurs taux, comme la Banque centrale australienne qui vient de le faire. La Bank of England, moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas de langue de bois avec la Banque d'Angleterre, puisqu'elle affiche, elle dit clairement qu'il y a un risque d'inflation élevé et de récession. Il n'y a que la Banque centrale européenne, avec Fabio Panetta, pour dire qu'il ne faut pas agir contre l'inflation, puisque cela risque d'étouffer la croissance. Voilà. Alors, ce que je dois vous dire par rapport à ça, je vais en parler un petit peu plus, bien sûr, de la Banque centrale européenne, de nos dirigeants, que la Banque centrale européenne agit toujours en dernier. Faites des recherches. Voilà, faites des recherches. Voilà. La Banque centrale européenne agit toujours en dernier. C'est bizarre, on pourrait penser que c'est fait exprès d'ailleurs. Mais bon, voilà, on est toujours en retard. Mais surtout pas agir contre l'inflation. Parce qu'on pourrait étouffer la croissance. Madame Lagarde dit quand même qu'il va falloir remonter les taux. Eh bien oui, quand même. Hein. On pourrait commencer en juillet, il serait temps. Mais ça serait que 0,25. On ne va pas se presser, bien évidemment. Et puis après, c'est Monsieur le maire qui admet que voilà, l'inflation, elle augmente, l'inflation augmente, mais que cela devrait progressivement diminuer d'ici 2023, c'est-à-dire bientôt. C'est comme avant, on vous disait qu'il n'y aurait pas d'inflation, que l'inflation allait s'arrêter en janvier 2022, mais là on vous dit que d'ici 2023, c'est-à-dire bientôt, c'est dans 7 mois, hein, je sais compter, vous aussi, ça va progressivement diminuer. Voilà. Et Monsieur le maire dit qu'on arrivera au plein emploi d'ici
la fin du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron en 2027. Alors moi je vais vous dire quelque chose. On se moque de vous. Parce que M. Panetta parle de croissance, mais il n'y a pas de croissance en zone euro. Il n'y a pas de croissance. Pourquoi il n'y a pas de croissance? Parce que le but de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir une inflation à 2%. Alors l'inflation, il ne faut pas que ça dégénère, mais il faut de l'inflation. D'accord? Il faut de l'inflation. C'est avec de l'inflation qu'on génère de la croissance. Si vous, justement, vous limitez l'inflation, il ne peut pas y avoir de croissance. D'accord? Voilà. Bon, après, c'est la part de l'État, et notamment de la France, dans l'économie. La part de la France dans l'économie, c'est 62%. Et vous avez des charges très élevées. Donc, monsieur le maire parle du plein emploi. On parle, mais non, il ne faut pas agir contre l'inflation parce qu'on va étouffer la croissance. Mais il ne peut pas y avoir de croissance quand vous avez des charges très élevées et une inflation aura des pâquerettes. Donc, on se moque de vous. On se moque de vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous, on ne fait rien. Alors que, bon, les Américains ont bien compris, les Anglais, qu'il fallait agir rapidement. On verra la suite. Alors, une hausse des taux de la Fed inédit depuis 2000, et M. Powell ne voit pas de spirale inflationniste. L'économie américaine est robuste. Bon, le PIB à moins 4, je vous l'ai dit, ne l'inquiète pas du tout. Pour lui, les États-Unis vont encaisser ces hausses des taux. Il y aura un atterrissage en douceur. Ça va très bien se passer. Voilà ce que dit M. Powell. Il n'y aura pas de hausse de taux de 0,75%. Ça, on verra. Et l'économie américaine n'est pas prête de rentrer en récession. Alors, je voulais vous le réserver pour voilà, sur la prochaine partie, là, sur ce que pensent les économistes et les banques, mais nous sommes déjà en récession, là. Voilà, nous y sommes et vous verrez, nous y sommes déjà. Elle a déjà commencé, la récession. Voilà. Puisqu'on aura premier trimestre, deuxième trimestre négatif, mais on le saura que plus tard. D'accord, hein? Parce que la première estimation du deuxième trimestre, ça sera en juillet, et en septembre, on aura les résultats. Voilà. Donc, de fortes chances qu'on soit déjà en récession. Avec ce qui se passe, la flambée des matières premières. De toute façon, un pétrole qui flambe, c'est récession. Hein. Donc, mais pour lui, il n'y aura pas de récession. Alors, effectivement, son discours, comme je vous l'ai dit, ça fait monter les marchés, mais ça a rechuté le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a un effondrement de la productivité. Et l'effondrement de la productivité, une augmentation du coût du travail, plus 11,6 aux États-Unis. On n'a jamais vu ça depuis 30 ans. Et là, le risque, c'est voilà, c'est l'entretien salaire-prix. Donc, on est obligé d'augmenter les salaires, donc ça fait monter les prix. Et cela provoque une inflation durable. Donc, on verra au mois de juin ce que va faire M. Powell et on va suivre les marchés. À suivre, donc, la Fed commence à agir et c'est très bien. Maintenant, qu'en pensent les économistes et certaines banques américaines? Donc visiblement, le discours de M. Powell n'a pas suffi. Voilà, donc ça c'est un signe. Voilà, c'est un signe qu'on commence à se poser des questions. La Banque mondiale. La Banque mondiale, que pense la Banque mondiale? La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance. Alors là, je vous ai fait un petit résumé. Voilà, je vais vous livrer l'essentiel, je pense. Hein. C'est des abaissements de prévisions, il y en a beaucoup. Mais là, bon, la Banque mondiale, c'est la référence. On abaisse les prévisions. Le FMI indique que tout ce qui se passe actuellement, et notamment la guerre en Ukraine, met à l'épreuve le système financier mondial. Alors, je rajoute juste là une petite information, c'est que Pékin a autorisé les créanciers à poursuivre Evergrande pour récupérer leur argent. Voilà. Vous savez que les fameux 230 milliards d'euros. Alors, mais à l'épreuve le système financier mondial. Ça veut dire que voilà, parce que bon, il y a des cadavres dans le placard, il y en a tout le temps. Hein. Voilà. Le risque systémique, ça veut dire ça en fait. Est-ce que nous allons avoir affaire à un risque systémique comme en 2008 qui provoquera l'effondrement des marchés? En gros, c'est ce que dit le FMI, c'est le risque. Et Pékin, en plus, on n'en parle plus trop d'Evergrande, mais voilà, il y a de gros soucis avec Evergrande. Les économistes
Beaucoup d'économistes prévoient une récession en 2023 à cause de la réaction tardive de la Fed à remonter les taux et l'inversion de la courbe des taux, le 2 ans et le 10 ans américain, où le 2 ans devient plus intéressant que le 10 ans, voilà, donc avec un 10 ans qui monte, donc risque de krach obligataire. Donc inversion de la courbe des taux, c'est récession. Donc voilà, réaction tardive de la Fed. Voilà. Et pour les banques, nous avons Bank of America qui prévoit un choc de récession, un choc. Voilà, écoutez bien ce terme-là, le choc de récession. Morgan Stanley, lui, parle de l'Europe. Il dit qu'en fait, la baisse prévision de croissance pour la zone euro pour 2022 et 2023 avec un impact plus important au second semestre à cause des sources d'énergie russes. Effectivement, certains pays européens, et notamment l'Allemagne en premier, dépendent beaucoup de l'énergie russe. Hein. Et effectivement, avec ces problèmes-là, eh bien, cela va créer une incidence sur la croissance. Parce que bon, je ne vais pas développer, bon, j'en parlerai un petit peu sur la conclusion de ce conflit. Mais voilà, les sanctions sont contre-productives. Hein. Voilà, les sanctions font plus de mal à la zone euro qu'aux Russes. Hein. Voilà. Je ne m'étendrai pas, mais on va en parler un petit peu sur la conclusion. Donc Morgan Stanley, bien sûr, à l'œil, dit ouais, la zone euro, ils vont souffrir. Et en fait, ce que dit Morgan Stanley, c'est très intéressant. Le resserrement monétaire de la Fed et des banques centrales arrive beaucoup trop tard, puisque le cycle est déjà enclenché, le cycle inflationniste. Et ce que dit Morgan Stanley, et je les remercie parce qu'ils disent la vérité, on va payer les politiques accommodantes et la guerre. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, mais moi je vous le fais remarquer, qu'est-ce que j'ai dit lors de la première partie? Qu'en fait on vous dit que les marchés baissent parce que la Fed va remonter les taux, alors qu'ils ont dit qu'ils allaient remonter les taux. Oui. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est de l'hypocrisie, on se moque de vous. Hein? C'est la faute à la Fed si les marchés baissent. Mais non, justement, c'est pas la faute à la Fed. La Fed fait ce qu'il faut. Fait ce qu'il faut, justement. Mais c'est trop tard. Voilà. Mais bien sûr, dans les journaux, on vous dit que c'est la faute. C'est en fait, ah non, mais si ça baisse, c'est parce qu'on remonte les taux. Mais non, c'est parce que c'est trop tard. Voilà. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, il y a plusieurs newsletters que c'était trop tard. Mais voilà, c'est le quantitative easing, on fait plaisir au marché, on déverse des liquidités. On le sait, ils le savent tout ça, ils le savent que ça va créer de l'inflation. Voilà, c'est pas difficile. Mais bien sûr que c'est trop tard. Bien sûr que c'est trop tard. Alors, maintenant je vais conclure cette newsletter. J'espère qu'elle vous apporte de la valeur. Et je vais vous dire justement ce que j'en pense, ce qu'il faut faire. Pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur, en tant que particulier, surtout je suis un particulier comme vous, parce qu'un particulier n'a pas les moyens des grands financiers. Donc le marché, qu'est-ce qu'il fait le marché en fait? Que fait le marché? Et qu'est-ce que vous devez faire? Bien sûr, ce n'est que mon opinion. Restez jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Il est temps de conclure, mes chers auditeurs. Plongez au cœur du marché. Que fait réellement le marché? Voilà, que font nos petits algorithmes? Que font ceux qui programment les algorithmes? Alors, la situation est quand même très délicate. Et donc, je souhaitais revenir sur le conflit actuel, parce que je maîtrise parfaitement ce dossier, je connais parfaitement ce dossier. Bien sûr, je n'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet c'est la bourse. Hein. Mais je ne dirais qu'une chose, rien n'est fait pour que ça s'arrête, rien n'est fait pour que ça se calme. Voilà. Je dirais que tout est fait pour que ça continue et que ça s'aggrave. Donc c'est vraiment la chose que je tiens à dire, et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça va créer de l'incertitude.
Parce que là, voilà, c'est une guerre. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, je dirais, une faillite, ou c'est pire, c'est une guerre, parce que là, ça peut vraiment dégénérer. Et tout est fait pour que ça dégénère. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà. Après, c'est à vous de vous informer correctement. Mais effectivement, pour les marchés financiers, le devenir des marchés financiers, ça va créer un petit problème. Alors, actuellement, soi-disant, au premier trimestre, les particuliers ont investi et les nouveaux investisseurs particuliers sont au plus haut depuis 6 trimestres. Alors, je note quand même, et je tiens encore à vous signaler que vous êtes dans un monde très dangereux, que les marchés sont très dangereux, et sont encore plus dangereux avec les algos, sont encore plus dangereux avec ce qui se passe en Ukraine. Et puis, vous avez vu, vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé le 2 mai. Le 2 mai, peu avant 10 heures, le décrochage brutal des indices. J'étais tranquillement devant mon écran, tout se passait bien, j'avais mis mes alertes, tout allait bien. Enfin voilà, ça baissait, hein, ça baissait. Mais bon, voilà, bon, tout est prêt, hein. Et au moment où ça s'est produit, alors j'étais en train de regarder le site d'une chocolaterie. Non, non, vraiment. Hein. Voilà, j'étais pas complètement sur le marché parce que voilà, c'était bon. On sait, il y avait pas de surprise. On savait comment ça, voilà, il y avait la séance. Voilà, j'avais bien repéré comment se passait la séance. Donc j'étais sur mon site de la chocolaterie. Et là, il se passe quoi? Peu avant 10 heures, donc peu avant la stat. Peu avant la stat, il y avait une stat à 10 heures, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus de mémoire, une stat assez importante, ça décroche. Voilà, ça sonne de tous les côtés. Et là, en fait, je n'ai pas eu le temps d'intervenir parce que ça a duré 2 minutes 30. Hein. Ça a duré 2 minutes 30. Et je voulais intervenir sur une valeur. Donc en général, je suis assez rapide. Mais là, en fait, le carnet d'ordre, ça ressemblait à n'importe quoi. Le carnet d'ordre, ça ressemble. Pourtant, c'était une valeur liquide. Ça ressemblait à n'importe quoi. Donc, je ne pouvais pas passer un ordre en meilleure limite au marché. Donc, j'ai finalement passé un ordre à court limité, mais c'était trop tard. Après, c'est remonté. Alors, bien sûr, je sais où il faut aller pour avoir l'information. Et je n'ai pas eu l'information. Alors, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, mais sur l'information, je l'ai eu après. Et ce qui s'est passé, c'est ce fameux gros doigt. Voilà. C'est un trader de Citigroup qui a commis une erreur. Une erreur de calcul. 300 milliards de dollars. Sur la bourse des pays nordiques. Stockholm a dévissé de 8%. Alors le CAC, on a perdu 2,3% de mémoire. Donc 8% très rapidement. Avant de remonter presque aussi rapidement à moins 8. C'est une erreur de calcul, une transaction erronée, ce qui fait que voilà, ce qui a occasionné ce décrochage sur les marchés financiers. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet boule de neige. Voilà, des effets boule de neige dus aux algorithmes hors de contrôle. Voilà, c'est ça en fait, hors de contrôle. Un trader de Citigroup. En sachant que Citigroup, ils ont déjà eu ce problème le 7 octobre 2016 sur la livre sterling. Il y a eu un décrochage brutal de la livre sterling. Donc comme je disais sur mon groupe Facebook, voilà, bon, les algorithmes ils sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus puissants. Donc je leur ai dit, mais la prochaine fois, ça ne sera pas moins 8. Hein, ça sera moins 15. Voilà. Alors il faut savoir que, ce que vous devez savoir, c'est que c'est autorisé quand même ça. Voilà. Donc là, bien évidemment, il y en a qui ont beaucoup perdu. Parce que tous les swing traders là, qui avaient mis leur stop un peu éloigné, je parle pas des intraday. Hein. D'ailleurs, ils l'ont dit, il y en a qui vont porter plainte. Mais bon, ils peuvent porter plainte. Hein. Voilà, c'est à ça que vous allez faire face tous les jours. Vous êtes tous les jours face à ça. Et vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une erreur de calcul. Alors ça, c'est très intéressant. Erreur de calcul. On est loin du PER. Et des, ah oui, il a fait de bons résultats. Je comprends pas parce que
Ruby a fait de bons résultats, mais elle ne monte pas. Bon, je cite Ruby parce que... Mais il n'y a pas que Ruby, hein. Je comprends pas ce que le PER est faible. Voilà. Enfin voilà, vous allez sur les forums, ce n'est que ça sur les forums. Mais erreur de calcul, ça devrait vous interpeller. D'accord? On est vraiment dans le technique là. Erreur de calcul. On n'est pas dans le PER et le résultat net. Pas ou le résultat d'exploitation. Je vais vous le dire quand même. Donc voilà. Donc ces petits particules qui arrivent, ils vont servir aux initiés qui vont continuer à distribuer leurs actions. Et bien sûr, ils vont rentrer parce qu'ils vont écouter les journaux. Quand il y aura un petit rebond, on leur dira, mais voilà, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment dire, ce sont des achats à bon compte. Les achats à bon compte, sauf que quelques jours plus tard, le bas a été enfoncé, il y a de nouveau plus bas. Alors attention à tout ça. Effectivement, la situation ukrainienne, et vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de calcul. Voilà, ça s'en est pas, on s'en est à peu près bien sorti, mais la prochaine fois, ça sera peut-être pas moins 8. Alors, ce que fait exactement le marché, eh bien, le marché, il vous manipule. Il vous manipule psychologiquement. Parce qu'en fait, moins vous allez avoir de capital, et puis il va vous manipuler psychologiquement. Bien sûr, il y a l'expérience aussi. Voilà, l'expérience, effectivement, moins vous en avez, plus vous allez être manipulé. Mais c'est le capital. Parce qu'en fait, ce qui fait, il y a deux choses. Là, ce que fait le marché, c'est une dérive lente. En fait, on est au niveau, grosso modo, de juillet 2007, là. Donc, il dérive lentement. Vous voyez, ça descend lentement, tout doucement, tranquillement. Voilà, c'est des phénomènes de crack rampant. Hein. Mais avec une volatilité intraday de malade. Alors, une volatilité intraday de malade ou sur quelques jours. Alors, je cite juste, ça me vient juste à l'esprit, là. Crypto blockchain industrie. Alors là, il y en a un paquet qui se sont ruinés là-dessus. Déjà, qui sont déjà ruinés. Mais là encore, là. Mais il y en a une autre aussi. Elle a flambé de je ne sais pas combien, elle a rechuté très vite. Mais il y en a une autre, je ne sais plus laquelle. Un truc de dingue. Qui a monté très très vite. Hein. Elle a fait un double top. Hein. Et elle est redescendue, mais grave quoi. Très vite. Les mecs qui sont morts. Voilà. Enfin, c'est un truc là, je vais vous dire. Voilà. Une volatilité très importante, mais à connotation descendante. Ce qui fait que ce qui se passe, là, ceux qui connaissent vraiment bien le marché, là, ils font beaucoup d'argent très rapidement sur une volatilité très importante. Parce que quand vous avez un marché, ce qui s'est passé là, qui monte jusqu'à 1,80 et qui termine à moins 0,30, hein, vous voyez, je parle au niveau de l'indice là, ça n'existait jamais avant ça. Ça, je vous le dis. Hein. C'est bon, je suis trader depuis 2016, mais avant je suivais quand même les marchés, je les suivais. Hein. Voilà. Il y a des périodes où je les suivais beaucoup. Donc une volatilité sur l'indice comme ça, sur une journée je parle, hein, ça n'arrivait jamais ça. Vous voyez ce qu'on faisait, alors si ça baissait par exemple, on baisse, ça baissait, bon ça descend à moins 2, on finissait à moins 1,50 par exemple. D'accord? À la hausse, si on faisait plus 2, on finissait à 1,70. Mais il n'y avait pas des trucs comme ça. Jamais. Et là c'est que ça. Vous voyez? Alors là c'est... Vous êtes perdu là. Il vous manipule, mais c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je dis bonjour Thierry, je pense que tu es là. Voilà, on en a parlé là sur Messenger. Ah ben, et puis bon, Thierry, ça fait un moment qu'il investit quand même. Et ben oui, c'est un truc de malade. Un truc de malade, niveau de manipulation. Donc voilà, une dérive lente et beaucoup de volatilité intraday. Et après, le fameux cas par cas. Mais ça, bon, je le répète, mais je vous l'ai déjà dit, c'est le cas par cas. Alors, je pense à Air Liquide et Total, par exemple. Air Liquide et Total qui sont quasiment au plus haut, alors que les marchés baissent. Le CAC, il a perdu 1000 points, il a perdu 15%, quasiment là sur le plus haut. Et ça, ce n'est pas normal. Alors tout de suite, vous allez dire, ah mais il raconte n'importe quoi, Total, c'est le pétrole. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Moi, je peux vous dire que en 2000, j'étais là, en 2007, j'étais là. Quand les marchés commencent à chuter, tout baisse. Tout baisse. Voilà. Sauf que maintenant, voilà, il y a les algos. Donc les algos, il n'a pas envie. Si l'algo, il n'a pas envie, ben, il ne fait pas baisser.
Voilà, c'est tout. Donc vous voyez, c'est... Après, bon, là, c'est de très bonnes actions, mais il y a des actions qui, bon, pas forcément voilà, de super actions. Vous voyez, bon, j'ai parlé de Moulin Invest. Ça continue à monter, ce truc. C'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas de contre sur l'algorithme. Donc, c'est du cas par cas. Alors, ça vous embrouille, ça, le cas par cas. Parce que normalement, avant, quand il y a un début de crack en pas, tout baisse. Tout baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Les traders, ils paniquent. Et voilà, ils vendent. Voilà, donc, vous voyez, ça vous embrouille. La volatilité et le cas par cas. On a encore des actions. Bon, alors, voilà. Alors, en fait, on se dit, je ne vais pas les acheter parce qu'elles n'ont pas baissé. Et puis, on ne va pas acheter celles qui ont baissé parce que ça va encore baisser. Alors, vous voyez, vous êtes complètement embrouillé. Donc, voilà ce que fait le marché. Il vous manipule. Et c'est un marché qui est fait pour les gens expérimentés et avec un gros capital. Voilà. Bon, encore là, il y a, vous voyez Bill Ackman, ce qui lui arrive, hein, ou Cathy Wood. Là, c'est du très gros, là. Mais voilà, vous pouvez souffrir tout en étant expérimenté et avoir un gros capital. C'est ce que je veux dire. Alors, que faire face à ça? Bien sûr, c'est mon avis. C'est ma stratégie. Que faire face à ça? Alors, honnêtement, avec le gros doigt, là, et ce qui se passe au niveau de la volatilité intraday, c'est très difficile, je pense, de faire des affaires au jour le jour. Hein. J'ai dit maintenant, il y a un petit moment sur mon groupe Facebook, je pense qu'il va falloir sacrifier l'année. Voilà. Alors, je m'explique. Quand vous êtes trader, il faut absolument avoir la niaque, absolument y croire. Et je vous renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vers ma vidéo La vérité sur le trading, où j'ai remonté une baisse de 20% en 2020, les 2 derniers mois. Voilà. Ce qui est statistiquement impossible. Donc vous allez me trouver un trader, vous m'écrirez sur YouTube, là, même un pro, qui a remonté une perte de 20% en 2 mois. Parce que c'est pas, j'ai pas 1000 euros de capital. Hein. Voilà, parce que c'est facile là, ou c'est même 5000. Donc voilà, j'ai un certain capital, donc j'ai remonté 20%. Je peux vous dire que c'est impossible, parce que psychologiquement, vous êtes tellement touché à ce moment-là que. Voilà. Parce que je l'avais expliqué, je l'explique tout ça. Donc, il faut être conscient, il faut être pragmatique sur les marchés financiers. Et là, moi, je suis pragmatique, mais ça, je l'ai deviné, parce que moi, j'étudie. J'essaie de voir justement ce que vont faire les marchés. Et moi, je l'ai vu avant le 1er janvier, que 2022 allait être très difficile, et que ça serait très difficile de faire une année positive. Mais bien sûr, il faut se battre. Le marché est capable de tout. Le marché peut faire ce qu'il a fait en 2020. Hein. C'est-à-dire une remontada, le dernier trimestre, là, il peut faire une remontada de dingue. Ils en sont capables. Ils en sont capables. Voilà. Il faut y croire. Mais, vu comment font les algorithmes, comment sont programmés les algorithmes, et je viens de vous le dire, ce qu'ils font actuellement, ça marche tellement bien qu'ils vont continuer comme ça. Voilà. Ils vont continuer à vous manipuler, donc ça sera très compliqué. Et faire de l'intraday là-dedans, je dirais qu'il faut avoir un gros capital et se permettre de perdre. Se permettre de perdre. Si vous avez 500 000 de capital, vous pouvez perdre 10 000. C'est pas très grave. Parce qu'on fait beaucoup de cinéma sur Warren Buffett, mais ce qu'on oublie de vous dire, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour les nouveaux, c'est que pendant la crise de 2008, Warren Buffett était perdant. Ça a duré longtemps, hein, la crise de 2008. Qu'est-ce qu'il a fait, Warren Buffett? Il a attendu. Parce qu'il pouvait se permettre d'attendre. Il avait le capital pour attendre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, soit vous voulez faire des affaires, mais vous êtes expérimenté, vous avez un gros capital et vous pouvez vous permettre de perdre et c'est pas très grave. Parce que là, il y a de grosses chances que vous perdiez. Après, ce qu'il faut faire là, c'est clair en intraday, c'est sortir très vite. Donc voilà, vous mettez 10 000, vous sortez à 2%. Hein, voilà. Hein. Plus vous mettez, mieux c'est. Voilà. Surtout pas de levier, bien sûr. Là, ce qu'il faut faire, c'est comme toujours, avoir une vision. Il faut préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est-à-dire commencer à se placer sur de belles valeurs. Mais le plus important, c'est le cash. Il faut absolument conserver une réserve de cash.
Alors après, c'est à vous de la déterminer. Moi, je suis sur 10 000. Si je vais en dessous de 10 000, c'est que j'ai une bonne raison. D'accord? J'ai une bonne raison. Et après, effectivement, s'il me reste 6 000, là, par contre, il y a des peut-être que je pourrais éventuellement faire des augmentations de capital. Mais voilà, enfin, en gros, il faut garder vraiment une réserve de cash, il ne faut pas toucher. Parce que là, il y a vraiment des risques qu'on parte sur un crack rampant qui va durer. Honnêtement, moi je sais où ça peut aller. Moi je ne vais pas vous le dire. On aura le temps d'en parler. Vous aurez le temps d'être averti. Mais je sais où ça peut aller, mais ça ne veut pas dire... C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que ça va y aller. Mais je sais où on peut aller. Et je sais quand ça peut s'arrêter en plus. Là, c'est du travail. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Comme je dis, il faut avancer doucement là. Donc restez cash, très important. Si vous n'avez pas beaucoup de capital, effectivement, c'est très compliqué. Moi, j'ai connu ça, de ne pas avoir de cash, hein, de plus avoir d'argent à investir. J'étais bloqué, j'avais plus rien. Je connais ça parfaitement. Après, bon, si c'est dans ce cas-là, eh soit vous dégagez des liquidités, soit vous êtes sur des valeurs, des très belles valeurs. Moi, j'ai cité Air Liquide, par exemple. Après, il faut commencer à se placer tout doucement, sur de très belles sociétés. Alors, je reviens un peu sur Hermès parce que Gaëtan, je te salue, qui me dit, mais oui, tu comprends, Hermès, j'attends qu'elle casse les 1000. Parce que je suis persuadé, je crois que tu m'as dit ça, qu'elle va casser les 1000. Alors moi, je te dirais, oui, il y a de fortes probabilités de casser les 1000. Hein, il y a de fortes probabilités. Mais je dirais que c'est en raisonnant de cette façon qu'on rate des affaires. Parce que Hermès, je peux te le dire, c'est une valeur. Moi, j'en ai actuellement. Bon, j'en ai eu acheté, j'ai gagné pas mal d'argent. C'est une valeur qui est très difficile à avoir. Très difficile. À avoir un bon prix. Il y en a des valeurs comme ça. Et là, c'est plutôt, je dirais, beaucoup plus facile d'en avoir un prix intéressant. Si vous voulez, moi, j'ai dépassé tout ça. Parce que moi, j'étais comme ça avant, où je dis, voilà, oui, j'attends. Je surveillais des valeurs pendant des semaines. J'attends tel niveau. Et en fait, souvent, j'en ratais. Et là, je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal, psychologiquement. Maintenant, ça m'arrive encore, mais ça me fait moins mal, parce que j'ai de l'expérience. Mais de suivre une valeur pendant des semaines et des mois, je vais attendre qu'elle tombe à 800, hein, et qu'elle s'arrête à 850 ou à 880. Voilà, vous avez raté l'occasion. Et ça vous ronge, je vous le dis. Donc maintenant, moi, ce que je fais, comme j'ai fait, là, j'ai acheté une valeur jeudi, là. Moi, je sais que j'achète pas au plus bas. Je le sais, il y a de fortes chances. Mais par contre, je sais ce que j'achète. Donc, il vaut mieux commencer à se placer. C'est mon avis, après. Comme je dis, vous faites ce que vous voulez. Il faut mieux commencer à se placer, tout en sachant qu'on n'achète pas au plus bas. Mais il faut avoir une vision de moyen et long terme. Après, évidemment, suivez votre idée. Mais je dis, vous faites ce que vous voulez. Après un moment, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faut vous remettre en question. Donc voilà, pour moi, ce qu'il faut faire. Une vision globale. Peut-être sacrifier cette année. Garder du cash, parce que c'est peut-être pas terminé. Disons que moi, ce que je fais, en gros, j'ai 3-4 valeurs. Là, par contre, si ça descend à un certain niveau, j'y vais. C'est là où je pourrais, je dirais, faire baisser ma réserve. Après, moi, je peux faire des augmentations de capital. Je peux en mettre encore. Voilà, si besoin. Et commencer à investir sur de très belles sociétés. Voilà, c'est mon avis. Merci à vous. Soyez très prudents. Si vous avez aimé, mettez-moi un like. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous serez averti. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur YouTube. Je serai ravi de vous répondre. Et laissez votre commentaire. Dites ce que vous en pensez, parce que ça augmente le référencement. Et ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail, découvrir ma chaîne et de s'abonner. Voilà, à très bientôt. Et surtout, faites très attention. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter pour cela.